Gaius Julius César est le premier nom qui nous vient à l'esprit lorsque nous pensons à l'histoire romaine, un personnage emblématique, un grand commandant et un brillant politicien. Cette semaine, nous allons parler des campagnes gauloises qui ont fait de César un César. Après une courte pause pour vous permettre d'apprécier la vidéo, nous entrons dans le vif du sujet. César appartenait à la maison de Jules, l'une des plus importantes familles du patriciat de la Rome antique. Bien que les Jules soient une famille bien établie, ils ne se montrent pas très actifs en politique. Il était donc un peu difficile pour César de gravir les échelons de la réussite. Après avoir trébuché jusqu'au sommet, César est nommé gouverneur ultérieur de l'Hispanie en 62 avenue. C'est un tournant dans sa vie. Il remporte des victoires contre les habitants de l'Espagne et se fait un nom. Soucieux de traduire ses succès militaires en politique, il tente de devenir l'un des deux consuls en 59 avenue. Il fait partie d'une alliance informelle appelée le premier triumvirat contre Pompeius Magnus et Marcus Licinius Crassus, les figures de proue de l'époque, et les aristocrates du Sénat. César, qui a reçu le soutien de ces deux noms, est élu en 59 avenue. Selon la tradition romaine, lorsqu'un consul élu termine son mandat d'1 an, il est envoyé à la tête de provinces éloignées. César, avec le soutien de l'Alliance, devient gouverneur de la Gaule narbonnaise et de l'Illyricum pour 5 ans, bien que cela soit contraire à la coutume. César a dépensé trop d'argent pour ses ambitions et doit trop d'argent à des personnages importants, en particulier à Crassus. Pour rembourser ses dettes, deux solutions s'offrent à lui, soit il augmente les impôts du peuple, ce qui serait un cauchemar, soit il remplit ses coffres avec le butin de la guerre. Son poste de gouverneur est plus favorable à la seconde option. La main sur la garde, le gouverneur n'a aucun mal à trouver des raisons de rengainer son épée. Il se méfie toujours de ses voisins et suit de près les événements en Gaule. À cette époque, des mouvements de masse au nord de la province gauloise de Capinard sont également surveillés par les Romains. Les Helvètes, dirigés par Orgetorix, qui vivaient dans ce qui est aujourd'hui les Alpes suisses, se préparaient à une grande migration en 61 avenue. Le terrain montagneux dans lequel ils vivaient ne leur offrait pas des conditions de vie favorables. Orgetorix, critiqué pour sa collusion avec les chefs voisins, fut en quelque sorte éliminé, mais les chefs qui le remplacèrent insistèrent sur la migration. Les Helvètes brûlèrent donc leurs maisons, abandonnèrent leurs bars et commencèrent leur migration en 58 avant Jésus-Christ, emmenant avec eux les tribus des Rauraci, des Tulingii, des Latobrigii et des Bois. Rome considère la migration des Helvètes comme une menace, car leur migration vers la côte atlantique entraînerait les tribus belges vers le sud, jusqu'aux frontières romaines. Des événements similaires dans le passé avaient entraîné la catastrophe pour la République romaine et cela pourrait se reproduire. César, qui venait d'arriver à son nouveau poste, choisit d'empêcher la migration des Helvètes comme prétexte à la guerre. Les Helvètes choisirent cette dernière option et partirent en guerre. César arriva à Genève avec sa seule légion dans la région. Il fit détruire les ponts sur le Rhône et les dirigeants helvètes, Nu et Léo le Verru, demandèrent la permission à César de traverser. Le gouverneur retarda l'envoyé entrant et prit des mesures défensives, fortifiant la région entre la rive du lac Léman et les escarpements abrupts des montagnes du Jura avec des murs et des tours. Lorsque les Helvètes ne parvinrent pas à obtenir le passage du gouverneur, ils attaquèrent, mais furent incapables de franchir le fleuve et les murs, et furent contraints de battre en retraite. Cette fois, ils conclurent un accord avec les Sécanes et les Édouans et décidèrent d'essayer les itinéraires à travers leur territoire. César, laissant ses troupes en position défensive, marcha immédiatement vers le centre provincial, convoqua les 3 légions à sa disposition et forma 2 nouvelles légions. Après avoir rassemblé sa force, il se dirigea vers les Alpes. Il traversa rapidement les montagnes à la poursuite des Helvètes. À ce moment-là, les Helvètes quittaient le territoire des Sécanes et pillaient les terres d'autres tribus. César avait traversé la Saône lorsqu'il les rattrapa, ne laissant derrière lui que les Tulinges. César se mobilisa pour l'attaque.
La force romaine était composée des 7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 12e légions, chacune avec 4000 soldats d'infanterie. Il y avait aussi environ 4000 guerriers tribaux alliés et des mercenaires. Les Helvètes étaient au nombre de 360 000, y compris les enfants et les femmes, mais seuls environ 90 000 d'entre eux pouvaient porter des armes. Et la plupart des guerriers étaient de l'autre côté de l'eau. César attaqua les Thulinges la nuit, qui n'avaient aucune idée de son arrivée. Les gens furent tellement surpris qu'ils ne purent même pas dégainer leurs épées. Les légionnaires massacrèrent tout le monde et dégagèrent la rive de la rivière. Seules quelques personnes échappèrent avec leur vie dans un bosquet voisin. C'est César, avec ses ordres cruels, qui sortit victorieux de ce conflit, appelé la bataille de la rivière Arar. César construisit rapidement des ponts et traversa en un jour ce qui prit 20 jours aux Helvètes. Son objectif était de rattraper les nomades, alors il envoya 4000 hommes, y compris ses propres 4000 hommes en formation, en avant à leur poursuite. Lui-même suivit sa tête de colonne. Après 15 jours de poursuite, l'armée romaine manqua de vivres et de provisions. César décida de se retirer à Bibac l'une des villes d'Ayad, pour se ravitailler. Lorsque les Romains se retirèrent, les Helvètes commencèrent à les poursuivre. César prit position sur une colline près de Bibactène et disposa ses légions en position défensive. Il les força à faire demi-tour grâce à une représentation graphique détaillée de la formation militaire des légions romaines, des armes utilisées par les légionnaires, de leur campement et de leurs combats dans l'infographie de la Rome antique. Parce que Rome se considérait comme un rempart contre les Helvètes et les tribus germaniques. Ainsi, 360 000 Helvètes partirent à la recherche d'une nouvelle patrie, 110 000 retournèrent dans leur patrie dans les Alpes. Le reste fut soit tué par les Romains, soit périt sur les routes. Après la victoire, certains chefs gaulois félicitèrent César, dont Divisianus, chef de la Lune. Divisianus avait une demande du gouverneur romain. En alliance avec Ariovistus, le chef des Subiens, une tribu cimérienne, ils étaient venus en Gaule en 71 avenue Jésus-Christ en alliance avec les Sécanes et s'y étaient installés. Ariovistus était un homme ambitieux. Il s'empara par la force des terres de Chaunéen, amena de nouveaux colons et menaça l'ensemble de la Gaule. César, cherchant une fois de plus le butin, la gloire et la renommée, donna à Ariovistus un ultimatum. Il le mit en garde de ne pas franchir le Rhin. Ariovistus ignora cela et se considéra comme l'égal de Rome. Pendant ce temps, la tribu des Arutes, alliée aux Célérites, traversa le Rhin et attaqua Ayara. Cette attaque justifia la déclaration de guerre de César contre les Celles. En 58 avenue Jésus-Christ, la même année où il vainquit les Helvètes, César fit campagne à nouveau, cette fois-ci contre ce qui est maintenant l'Alsace. Il avait l'intention de prendre Vesontio, la plus grande ville des Subiens, et il la captura sans trop de difficultés. Il marcha vers le nord à la recherche d'Ariovistus, le chercha pendant 7 jours, trouvant enfin le chef germanique dans la région des Vosges. Les partis établirent leur camp et commencèrent les négociations. Ariovistus parvint à placer son armée derrière les Romains pendant les négociations, mais César se montra à la hauteur de la situation et vainquit Ariovistus lors de la bataille des Vosges, massacrant un grand nombre de Teutons. Ariovistus et les tribus survivantes traversèrent le Rhin et ne revinrent jamais. L'étoile de César brilla intensément avec 2 victoires en une seule année de campagne. Les actions de César inquiétaient le Sénat à Rome, et les sénateurs réalisèrent qu'ils ne pouvaient pas le contrôler. César échappait au contrôle du centre et agissait dans son propre intérêt. Dans cette direction, il profita des conflits tribaux en Gaule et entreprit des actions pour en faire un territoire romain direct. Certaines tribus gauloises puissantes et les tribus belges dans ce qui est maintenant la Belgique étaient mal à l'aise avec l'activité romaine dans la région. Sous le commandement de Titus Labienus, les légions, toujours en territoire gaulois, organisèrent une armée de tribus et placèrent Galba, le chef de la tribu des Cènes, à sa tête. Lorsque César apprit la formation d'une alliance contre Rome,
il ordonna à ses légions, portées à 8 en 57 avenue Jésus-Christ, de quitter le territoire des Sécanes et de marcher vers la Belgique. Après avoir rallié la tribu belge des Rèmes à sa cause, il se tourna vers d'autres tribus. Il campa près de la rivière Aisne et commença les préparatifs pour affronter l'armée des Belges. Lors de la bataille de l'Axona, il défie l'armée belge estimée à 80 000 hommes, et les membres de l'Alliance se dispersèrent en tentant de retourner dans leur foyer. La cavalerie romaine infligea de lourdes pertes aux Belges. César resta sur le champ de bataille et captura Noviodunum, le bastion de la tribu des Cènes. Il se dirigea ensuite vers Bovianum, captura la capitale et entra facilement dans la ville désormais connue sous le nom d'Amiens, établissant ainsi son autorité. Pendant ce temps, les tribus des Nerviens, des Atrébates, des Vénètes, des Atuatuques et des Éburons s'unirent autour du roi Bodiognathus des Nerviens. César mobilisa ses légions pour briser cette nouvelle alliance. L'armée de l'Alliance belge et l'armée romaine se firent face au bord de la rivière désormais connue sous le nom de Sabie. Lors de cette bataille, César subit une lourde perte de 5000 hommes, tandis que les Belges furent largement anéantis. La plupart d'entre eux furent capturés, tandis que les Nerviens survécurent à peine. Alors que César retournait à Rome pour être récompensé par le Sénat, il envoya Publius Crassus pour établir le contrôle sur la péninsule britannique, tandis que Servius Sulpicius Galba fut envoyé pour s'emparer de nouveaux passages dans les Alpes. César et Rome ressemblaient maintenant à un monstre dévorant tout aux yeux de toutes les tribus. Face à cette bête, elles pouvaient soit s'agenouiller une par une, soit résister désespérément. Les Vénètes, navigateurs aguerris, choisirent de résister. Les Osismiens, les Lexoviens, les Namnètes, les Ambilâtres, les Morins, les Diablintes et les Ménapiens formèrent une alliance. En réponse, César demanda la construction d'une flotte sur la rivière Loire, et au printemps 56 avenue Jésus-Christ, il partit d'Italie. Il divisa ses forces en 5, Titus Labienus devait marcher avec la cavalerie vers le Rhin et bloquer le passage des Germains, Publius Crassus devait marcher vers l'Aquitaine et soumettre les Gaulois là-bas, Quintus Sabinus et Titus Albinus devaient agir contre les tribus de la côte normande, Decimus Junius Brutus devait utiliser ses forces navales pour attaquer la flotte de la coalition vénète, et César devait avancer dans une colonne séparée. En déployant simultanément 5 colonnes, les troupes romaines ont remporté des succès lors de la campagne de 56 avenue Jésus-Christ. Brutus a vaincu les Vénètes lors de la bataille navale de Morbihan et hissé l'étendard romain en Bretagne. Crassus a soumis les tribus aquitaniennes, et Sabinus et Albinus ont réussi à s'opposer avec succès à celle de Normandie. La flotte de César a également remporté un succès majeur en frappant la flotte de coalition vénète. Après ces succès, les campagnes ont été suspendues, et les soldats se sont retirés dans leur camp pour l'hiver. En 55 avenue Jésus-Christ, 2 grandes tribus germaniques, les Usipètes et les Tenctères, longtemps nomades et sans chef fixe, ont tenté d'entrer et de s'installer sur le territoire des Ménapes à l'embouchure du Rhin. César, voyant cette région par lui-même, vint d'Italie, enfila son casque, conduisit les légions et marcha jusqu'à l'embouchure du Rhin. Apprenant de son arrivée, les tribus germaniques demandèrent la paix, mais les Romains refusèrent toute trêve ou paix et marchèrent contre les tribus germaniques. Il massacra tout le monde, enfants, femmes et personnes âgées, il n'épargna personne. Il repoussa les tribus des Usipètes et des Tenctères de l'autre côté du fleuve dans un génocide ethnique. César décida de traverser le Rhin pour ajouter d'autres récits légendaires à ses exploits. Tout d'abord, il remonta le fleuve, identifia un point de passage, fit construire un grand pont en bois et traversa avec son armée. Il avait prévu de passer par-dessus les maisons flottantes, mais pour une raison inconnue, il abandonna ce plan. Après cette courte aventure, il fit ses adieux aux terres de Germanie et retourna. Bien que la saison de campagne touchât à sa fin, César décida de se diriger vers l'île de Bretagne. Il souhaitait explorer la Bretagne, déterminé à conquérir l'île. Il prit 2 légions, traversa la Manche avec sa flotte et débarqua sur l'île près de Douvres.
Malgré la résistance des Britanniques, il parvint à mener à bien le débarquement, se retrouvant isolé de la mer. Il survécut à de nombreuses épreuves et parvint à maintenir en vie ses troupes, puis conclut un traité avec les Britanniques et quitta l'île comme il y était arrivé. À son retour, il envoya des troupes contre les Morins et les Ménapiens, des tribus belges qui tentèrent de se révolter. Lorsque l'hiver s'installa, il retourna à Rome. Une fois dans la ville, il renouvela son alliance avec Crassus et Pompée le Grand, et châtia certaines des tribus qui tentaient d'étendre sa gouvernance. Il se concentra sur son travail dans la Gaule belge et prévoyait de traverser à nouveau la Manche pour se rendre en Bretagne. Avec 5 légions et 2000 cavaliers, il appareilla et débarqua de nouveau sur l'île. Bien que les insulaires fussent unis sous la direction de Kivellanus, ils ne faisaient pas le poids face aux Romains. Les Bretons évitaient les batailles rangées et tentaient de harceler leurs ennemis par des raids, mais ils ne parvenaient pas à les arrêter. César traversa la rivière Thames et avança plus au nord. Kivellanus se rendit alors sans condition et César accepta la reddition car l'hiver approchait. Les Bretons, croyant avoir montré leur force, retournèrent en Gaule sans établir d'administration sur place. Profitant du départ des légions et de la dispersion des Romains dans différentes garnisons, les Éburons se rebellèrent, attaquant la légion commandée par Sabinus et Cotta près de leur propre territoire. Les généraux romains, pensant qu'ils ne pouvaient pas rester dans la région, tentèrent de quitter la garnison et de se déplacer vers une position plus protégée, mais furent attaqués dans la vallée de la rivière Gers. Lors de la bataille d'Adu Attica, les Gaulois furent victorieux et détruisirent presque toute la légion, y compris leur commandant. Le succès d'Ébure galvanisa d'autres tribus et la rébellion s'amplifia. Les Gaulois encerclèrent et attaquèrent les légions de Cicéron, Labienus et Rufus. César arriva rapidement en 54 avenue Jésus-Christ, ordonnant aux légions qui n'étaient pas encore assiégées de se préparer. Il conduisit des troupes pour aider les 7 légions de Cicéron. César vainquit les Nerviens avec une armée de 7000 hommes et rejoignit les 7 légions. D'autre part, Labienus infligea une lourde défaite aux Trévires et aux Gaulois, qui avaient encerclé les 13 légions, apprirent que César était dans la région et battirent en retraite. César sauva ses hommes et réprima durement les rébellions plus tard cette année-là. En 53 avenue Jésus-Christ, César, qui avait subi de grandes pertes l'année précédente, renouvela ses forces et entreprit une expédition punitive. Lorsque les tribus dont les noms sont à l'écran apprirent cela, elles demandèrent de l'aide aux Germains de l'autre côté du Rhin et formèrent une alliance. César se dirigea d'abord contre les Nerviens en Belgique, puis en avril il retourna en Gaule centrale et vainquit les Sénons et les Carnutes. Incapable de tenir bon, le général marcha une fois de plus vers le nord, se dirigeant vers le Rhin pour punir ses commandants de leur rébellion. Là où il avait traversé auparavant, il construisit un pont et traversa de l'autre côté. Il ne voulait pas prendre de gros risques en étant à l'intérieur de la Germanie. Croyant avoir effrayé ses ennemis, il retourna en Gaule, son nouvel objectif étant de poursuivre les tribus cumènes dans le nord-ouest. Il traversa les Ardennes et Ébure chercha à se venger d'eux, profitant des ambitions des tribus gauloises et germaniques pour les détruire. Il renforça ses forces, déclarant que ceux qui se joindraient à lui recevraient une part des terres et des possessions d'Aébura. Ensuite, Ébure s'abattit sur eux comme un coup de tonnerre, combattant jusqu'à ce qu'il ne reste ni homme ni pierre debout. L'armée romaine, sous Ébure, détruisit leurs maisons et leurs terres et les transforma en désert, comme s'ils n'avaient jamais été touchés par des mains humaines. Le chef tribal, Ambiorix, et ses hommes traversèrent le Rhin et, avec difficulté, se perdirent. Après ce massacre, César exécuta certains chefs tribaux et retourna à Rome pour rester à l'écart des jeux politiques. Sa rigueur incita les Gaulois à se révolter à nouveau. Mais cette fois, la révolte fut plus violente que les précédentes. La rébellion qui éclata en Gaule centrale prit de l'ampleur en se propageant à travers le pays, dirigée par Vercingétorix, issu de sa tribu. Craignant que les événements ne dégénèrent à des proportions incontrôlables, même en hiver, César se rendit à Narbo.
Ici, il se réapprovisionna, organisa les troupes qu'il avait amenées d'Italie et se dirigea vers la Gaule. Vercingétorix tenta de le chasser des frontières de Rome, mais échoua. César arriva à Aginum et regroupa toutes ses troupes de la région, des milliers de cavaliers arrivant du front. Sa première cible fut les Sénons. Il marcha sur la ville de Llandunum et la prit en 2 jours. Ensuite, il attaqua Sansoban, la ville sacrée de la tribu des Carnutes. Vercingétorix fut choqué de voir l'aigle romain, et ils connurent le même sort que Vonodome. À titre d'exemple, les Romains rasèrent entièrement la ville au sol et tuèrent tous les habitants. César traversa la Loire après ce massacre. Il atteignit la grande ville d'Avaricum, et Vercingétorix adopta la tactique de la brûlure et de la destruction contre l'armée romaine qui ne cessait pas. Il incendia toutes les villes et villages que l'armée romaine pouvait atteindre et tenta de rendre son ennemi incapable de se ravitailler. Lorsque César mit le siège devant Avaricum, Vercingétorix campa à proximité. Vercingétorix ne pensait pas que c'était une bonne idée d'attaquer directement son ennemi, alors il décida d'essayer de l'épuiser avec des tactiques de harcèlement. Mais César prit la ville, ne laissant que 800 survivants parmi ses 40 000 habitants. Le commandant gaulois entendit les cris de ses compatriotes, mais il ne put rien faire. Après un peu de repos à Avaricum, César divisa son armée en 2 vers la fin de l'hiver. La Légion des fut envoyée sous le commandement de Titus Labienus vers les Sénons, les Parisis et les Parisis, tandis que lui-même marchait vers Gergovie. Après que Vercingétorix eut conduit l'armée romaine devant Gergovie, le siège commença. César fit des efforts pour chasser les Gaulois de la colline et de la forteresse de Gergovie, mais sans succès et subit de grandes pertes. Réalisant que cette stratégie était inefficace contre une grande force ennemie, César trouva une excuse pour lever le siège et se diriger vers le nord. Pendant ce temps, certains des alliés les plus fidèles de César se retournèrent contre lui. De l'autre côté, Labienus marchait à travers les Sénons, les Parisis et la rivière Aveyron lorsqu'il apprit la trahison d'Hédien et décida de faire demi-tour. Sur le chemin du retour, il rencontra l'armée combinée des Sénons, des Parisis et de l'Aveyron sous le commandement de Camulogène. Labienus n'eut aucune difficulté à les vaincre. Après la victoire, il retourna à Agedincum pour retrouver César. La retraite des Romains provoqua l'union de Gergovie autour de Vercingétorix. Le commandant gaulois envoya la cavalerie frapper les Romains à mesure que sa force augmentait, mais après une série de défaites, il se rendit à Alésia pour attirer les Romains dans un piège. César le suivit, envisageant la possibilité de fixer son ennemi. Utilisant les meilleures stratégies de siège de la technologie d'ingénierie romaine antique, il assiégea la ville d'Alésia à la fin de l'été de 52 avenue Jésus-Christ. Lors de ce siège historique, les Gaulois de la ville construisirent 16 km de fortifications internes contre l'ennemi et 22 km de fortifications externes pour bloquer les renforts gaulois entrants. L'armée romaine était composée de 50 000 légionnaires et de 80 000 soldats au total. Vercingétorix disposait de 8 000 cavaliers et de 88 000 hommes dans la ville, tandis que les renforts gaulois censés venir à son secours étaient d'environ 250 000. Vous pouvez en apprendre davantage sur le siège d'Alésia dans l'infographie de la Rome antique. Elle contient des statistiques non seulement sur ce siège, mais aussi sur la campagne gauloise de César. César remporta une grande victoire en défaisant son ennemi lors d'un siège à double face d'Alésia. Vercingétorix, s'inclinant devant César sur son cheval, jeta ses armes et se rendit aux Romains. Avec cette défaite, la résistance des Gaulois fut largement brisée. César ne quitta pas la région en hiver, même si la résistance des Gaulois était brisée, il y avait encore des tribus en rébellion. César ne voulait pas laisser la Gaule ainsi. À l'hiver 51 avenue Jésus-Christ, il se déplaça depuis Bibracte, châtia les Bucs et fit payer un lourd tribut à Caruta. Lorsqu'il apprit que les Atrébates et certaines tribus germaniques se révoltaient contre le chef Bellovaccus, il marcha vers le nord.
Il écrasa la petite armée bellaque sur son propre territoire et tua leur chef Coréo. Le conquérant de la Gaule était dans le nord, et lorsqu'il apprit que Dumnano, chef Picton, avait assiégé les alliés romains à Lémonum, il se dirigea rapidement vers le nord. César envoya Caius Fabius à Poneria parce que Caius Canini tentait d'établir l'autorité romaine dans la région. Fabius avança rapidement et vainquit les Pictons, infligeant 12 000 pertes. Ayant survécu à la bataille, Drape et Lucio errèrent un certain temps dans la région, puis se retirèrent dans le territoire des Cabalans jusqu'à la ville d'Ucérodunum, traitant Rome comme un ennemi. Deux généraux romains, Caninus et Fabius, les suivirent et assiégèrent la forteresse. Bien qu'ils aient capturé les dirigeants, ils ne purent prendre la ville. César chevaucha alors depuis le territoire belge et se rendit directement à Ucérodunum pour résoudre le problème. Pour briser la résistance, il envisagea de couper l'approvisionnement en eau des défenseurs. Avec beaucoup de difficultés, il y parvint et captura la ville. César punit les habitants de la ville soumise d'Ucérodunum en ordonnant que les mains de quiconque pouvait tenir une arme, même de très jeunes enfants, soient coupées. La bataille d'Ucérodunum fut la dernière grande campagne de César dans ces terres. Il se rendit ensuite en Aquitaine et dans les contreforts des montagnes des Pyrénées, soumettant les autochtones sous la règle romaine. À la fin de 50 avenue Jésus-Christ, il n'y avait plus personne en Gaule pour le défier. De nombreuses communautés celtiques et germaniques s'étaient soumises. Fort de cette confiance, César, le conquérant de la Gaule, retourna à Rome et écrivit son nom dans l'histoire avec une grande gloire et renommée. Jules César, dans sa campagne gauloise jusqu'à Ucérodunum pour contrer le pouvoir des Helvètes, réduisit en cendres plus de 300 tribus et plus de 100 établissements, tuant, selon les estimations des historiens modernes, plus d'1 million de personnes et asservissant bien plus encore. César, portant des couronnes de victoire faites de branches de laurier malgré le sang des Gaulois, parvint à devenir le leader le plus puissant de Rome.